Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du journal du golf sur l'équipe.fr. Au programme cette semaine, nous évoquerons les bons résultats des joueurs français le week-end dernier. Et avec moi pour animer cette émission, Benjamin Cadieux. Bonjour Benjamin. Salut Arnaud. Et un petit nouveau, Grégoire Chubb, en stage à la rédaction. Grégoire, vous avez été pro en 2017 avec quelques tournois du Challenge Tour et une saison sur l'Alps Tour. Et un très beau palmarès amateur. Justement, vous êtes redevenu amateur. Le Golf Pro, c'est terminé, Grégoire ? Ouais, c'est ça. Bonjour Arnaud. Alors le Golf Pro, c'est terminé. J'ai passé 1 an en tant que pro. J'ai fait 3 ans Pôle France, équipe de France, etc. Puis je me suis lancé. Et puis au final, j'ai décidé de changer de voie et puis de revenir amateur parce que j'avais quand même envie de jouer en compétition, en amateur. Vous êtes avec nous pendant quelques semaines à la rédaction du Journal du Golf, pendant tout ce podcast. Et grâce à vous notamment, nous allons avoir dans quelques instants Benjamin Hébert, beau deuxième le week-end dernier à l'Open de Chine. Bonjour Benjamin. Hello, bonjour. Alors, quelques jours après cette deuxième place en Chine, c'est toujours l'éternelle question, Benjamin. On retient quoi ? On retient le bon résultat ou alors on retient d'être passé tout près de sa première victoire sur le Tour européen ? Non, on retient le positif, puisqu'il y en a eu énormément, forcément, la semaine dernière. Forcément un peu déçu de pas soulever mon premier trophée, mais voilà, il y a eu tellement de bonnes choses, et puis j'ai surtout le sentiment de pas avoir de regrets, quoi, d'avoir donné tout ce que je pouvais pour aller jusqu'au bout du tournoi, et je suis juste tombé sur un Finlandais avec un putter très chaud, et donc voilà, mais il y a énormément de positifs, forcément. Déjà, la première chose positive, Benjamin, vous avez impressionné tout le monde sur ce 72e trou là. Vous aviez quasiment pas joué le drive sur les 2 derniers tours, sur tout le week-end. Et là, vous sortez le driver. J'avoue qu'on a tous eu peur, mais que vous n'aviez pas trop le choix non plus. Et là, vous avez claqué un drive monumental pour arriver sur le green. Vous n'avez pas hésité au moment de le jouer, ce club qui avait l'air de vous poser problème sur ce week-end ? Non, il me posait pas de problème. C'est juste que les zones que je voulais jouer, je les atteignais au bois 3. Et ça me permettait de m'engager, de taper des gros coups de bois 3, quoi, et pas trop en garder sous le pied. Et du coup, voilà, j'avais pas le sentiment d'avoir besoin du driver pour attraper les fairways et les zones que je jouais. Donc voilà, après le 18, ils ont été plutôt sympas avec nous parce qu'ils avaient déjà avancé le samedi. Et puis ils l'ont laissé dans cette configuration le dimanche. C'est un trou qui est difficile normalement quand on part du fond. Voilà, c'est un beau trou pour finir, mais c'est vrai que là, avec le schéma du dernier jour, on faisait un petit peu un match PA3 finalement. C'est vrai que les autres étaient quand même un petit peu plus loin. Ça laissait des ouvertures pour le 18 justement. Donc l'avantage c'est que j'ai pu aller le chercher. Je crois qu'il y avait 265 entrées, quelque chose comme ça, mais c'était un green qui était à ma portée. Donc voilà, j'ai tapé un bon drive, certes, et engagé, et j'ai réussi à attraper un bout de green. Donc ça m'a pas mal aidé parce que le chip de la gauche, il est pas évident, on voit pas trop à la télé, mais en fait le drapeau, il est derrière quand même une grosse descente et ça descend tout le long. Il venait de pleuvoir, donc c'est vrai que la balle fusait beaucoup sur les chips, donc c'était difficile de contrôler. D'ailleurs, je me suis fait avoir en play-off, finalement. Du coup, avoir un putt, c'était quand même bien. Surtout que je putte quand même plutôt bien, pardon. Et du coup, j'avais bien la vitesse des greens et j'ai pu me laisser une chance de faire birdie derrière. Donc birdie, play-off, là à nouveau un gros drive. Et là, effectivement, ce chip qui vous échappe un peu, vous en êtes plutôt content, il vous a un peu surpris. Comment ça s'est raconté, nous, ce chip ? Je me suis fait surprendre. Le drive était moins bon que celui du premier 18 trous, forcément. Elle a un peu croisé, j'ai mis un peu trop de draw. Mais du coup, j'avais ce chip. Alors certes, j'avais énormément de green, mais en fait, ce qu'on voit pas, ce que je disais à la télé, c'est que j'avais toute la première partie du chip qui était remontée avec le grain contre. Et après, il y a une cassure et du coup, ça redescend tout le long jusqu'au drapeau, même jusqu'à l'eau derrière. Et avec le grain avec. Donc, c'est vraiment très difficile à contrôler. Après, je voulais passer le drapeau pour me laisser un peu en montée. Après, c'est vrai qu'elle est sortie un tout petit peu sèche, mais moi, d'où j'étais, je pensais qu'elle arrivait en haut avec la bonne vitesse. Et en fait, elle a continué à rouler énormément. Et c'est vrai que j'ai pas mal dépassé le trou, quoi. D'accord. Donc plutôt un bon chip. Vous n'êtes pas trop déçu techniquement du coup que vous avez réalisé.
Non, elle est sortie juste un peu forte, quoi. Mais après, c'était vraiment le chip, il est difficile. Moi, je jouais avec Campillo, donc, juste avant, et il avait eu le même chip. Lui, il avait plutôt essayé de s'éliminer la première partie et de la faire pitcher carrément en haut, voire même dans la descente. Et pareil, elle a fini au même endroit que moi. Et j'en ai discuté un peu avec les copains qui regardaient la télé et qui étaient un peu au bord du 18. Là, il y avait Romain, Langas, Mike Lorenzo, tout ça. Et ils disaient que tout le monde s'est fait avoir. Parce que vraiment c'est difficile à contrôler, on se rend pas compte, les greens vont vite, et puis comme il a plu juste avant en fait, ça fusait quoi énormément, donc les greens il était assez ferme et du coup la balle est vraiment dure à contrôler la vitesse en fait. Benjamin, Grégoire a une question pour vous. Salut Ben. Bien sûr. Moi, je voulais te demander, en fait, on sait que tu as changé de coach il y a pas si longtemps que ça, que tu étais longtemps avec Olivier. Je voulais savoir en fait, Olivier Léglise, je voulais savoir ce que Franck Lorenzo en fait t'avait apporté ou ce que t'avais changé en fait dans ta façon de t'entraîner ou voilà, sur quoi tu t'étais appuyé en plus pour te relancer un peu. Avec Franck, ce qui est bien, c'est qu'il maîtrise vraiment bien toutes les nouvelles technologies, donc ce qui est Trackman, plaque de force. Donc on bosse pas mal là-dessus. Après sur les basiques, il est aussi rigoureux qu'Olivier là-dessus. Il ne lâche pas trop sur le grip, la posture. On a travaillé pas mal ça. Au début, on a pas mal démarré mon démarrage de swing. J'avais la canne qui montait un peu à l'extérieur fermée. Donc on a vraiment essayé de revenir dans quelque chose de plus simple, plus s'ouvrir avec le corps finalement et avoir un club square, voilà le plus tôt possible dès le début du backswing. Et après, on va chercher un peu plus dans les détails, c'est ce qui me plaît. Voilà, sur les trackman, des angles d'attaque, voilà, tout ce qui est club pass et le contrôle de la phase de club et du chemin de club. Et puis là, on est en train de travailler pas mal sur les appuis, avec les plaques de force notamment. Je fais intervenir un podologue que j'avais déjà vu il y a 2-3 ans qui s'appelle Arnaud Signa, depuis peu de temps et voilà, hein, on a bossé un peu là-dessus justement avant la séquence de tournoi, la Maroc-Chine et la British Masters cette semaine. Et je me sens plutôt pas mal. Donc là, on va aller là-dessus un peu sur la recherche des appuis parce que ça permet de servir mieux du sol et de dégager plus de puissance avec moins d'effort en fait. Vous avez donc un peu plus de corps, pardon, plus de corps et aussi servir un peu mieux du sol pour la restitution de la force et de la puissance. Donc, quelque chose qui te manquait avec Olivier, quoi. Un petit peu, un petit peu, parce que Olivier, il a un super œil, là-dessus, sur les fondamentaux, il est top, il maîtrise vraiment bien. Mais aujourd'hui, j'avais besoin d'affiner un petit peu plus. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des outils qui nous permettent d'avoir un peu plus d'informations et c'est un peu dommage de pas s'en servir en fait. Ok, ça roule. Benjamin, aussi, grosse nouveauté de l'année, ce changement de grip au putting qui vous a particulièrement réussi en Chine. On vous a vu putter, pas au niveau de vos deux partenaires de jeu, mais pas loin. Vous avez très bien putté. Ouais, je putte bien. J'ai décidé de changer un peu de grip de putting. J'avais du mal à trouver des repères. J'ai putté très longtemps en grip inversé. Je suis revenu un peu sur un grip normal de droitier. Mais bon, je sentais que le putter, je manipulais un petit peu trop avec les mains en fait. Et du coup, avec Franck, on a un petit peu cherché aussi qu'est-ce qui pouvait m'aider à annihiler un peu tous ces mouvements de main. On était parti finalement d'abord sur un premier grip où je mettais les deux mains côte à côte en fait, mais je me sentais pas très bien et du coup on a essayé la pince et c'est vrai que c'est quelque chose que il y a 3-4 ans j'en discutais, il y a un peu plus que ça, il y a 5-6 ans j'en discutais avec mes entraîneurs de l'époque et ils me disaient que la pince c'était vraiment quelque chose qui simplifiait pas mal le mouvement du putter et bon j'avais essayé un petit peu mais je me sentais pas du tout à l'aise et finalement je me suis dit tant qu'à faire autant essayer. Et du coup, j'ai travaillé aussi avec mon clubmaker Alex Vinco pour trouver un putter qui correspondait en termes de taille de grip, de poids, à ce nouveau grip. Donc j'ai un grip qui est quand même un peu plus gros. Donc ça me permet de bien tenir avec la main gauche et de bien poser ma main droite en pince. Et ça fonctionne bien. Alors ce qui est bien, c'est que le premier tournoi que j'ai fait avec la pince, c'était à Oman. Et le premier jour, j'ai fait une partie de putting qui m'a vraiment donné confiance en fait parce que je sentais que la balle elle sortait bien, que j'avais la bonne roule, que je la contactais bien et que c'était régulier.
Et du coup, ça m'a donné confiance et depuis, je putt comme ça. Donc ça fait 2 mois, je dirais, 2 mois et demi. Et je me sens bien. Donc voilà, c'est quand même important forcément de sentir qu'on a bien la vitesse, que la balle elle sort bien où on veut. Et rentrer pas mal de petits putts, tous les petits putts quand on met des coups de fer pas très loin ou malheureusement quand on rate le green et qu'on chip et qu'on se met aux alentours entre 3 et 5 pieds du trou, quoi. Et c'est vrai que quand on a confiance sur ces putts-là, ça nous permet aussi d'être un peu plus agressif parce qu'on sait que voilà, même si on se rate un peu et qu'on se laisse 2 mètres pour le par, ben la stat est plutôt bonne à cette distance, donc voilà, ça permet d'être un peu plus détendu ça détend un peu tous les secteurs du jeu, quoi. Benjamin, on en a parlé, votre driving va bien, le putting va bien, les jeux de fer, on vous a vu taper des fers incroyables avec quasiment un trou en un sur un par 3. Vous jouez mieux que jamais, vous vous sentez plus fort que jamais? Bon, pour l'instant, je me sens pas plus fort que jamais, parce que j'ai encore le sentiment que voilà, j'apprends pas mal de trucs avec Franck. Voilà, je découvre pas mal de choses. On bosse bien. Je trouve que ça avance bien. Donc j'ai encore le sentiment d'être en période de travail. Bizarrement, la semaine dernière, j'ai pas eu le sentiment de faire une grande semaine de golf. Bon, à part évidemment ce retour le 3e jour qui a été quand même assez sympa, mais sinon j'ai pas eu le sentiment de vraiment être très très bien dans la balle, mais l'avantage c'est que peu d'erreurs. Tactiquement avec Yann, mon caddie, on n'a pas fait d'erreur, on a joué juste. Voilà, j'ai rentré quelques putts, je me suis pas mis en danger, j'ai pas fait de grosses erreurs qui m'ont coûté des doubles ou des trucs comme ça, et donc c'est vrai que voilà, si on joue bien les par 5, c'est quand même un parcours qui notamment dans cette configuration-là où c'était vraiment très mouillé, donc ça pitchait, c'était vraiment du target golf. Et c'est quelque chose qui m'a pas mal convenu parce que en effet, bon, j'avais ce bois 3 qui m'a quand même bien servi tout le week-end. En général, avec les fers, je me débrouille pas trop mal, donc j'arrive à tirer quand même 3-4 coups de fer dans la partie où je me mets pas loin des trous. Donc si avec les par 5 et ces quelques coups de fer, on fait des birdies, ben tout de suite le score est là, quoi. Benjamin, J'ai encore le sentiment d'être en période de travail, parce que finalement avec Franck on a commencé en milieu d'année dernière, mais on n'a pas pu trop rentrer dans le vif du sujet non plus parce que il fallait finir la saison, quoi. Donc on a vraiment commencé à rentrer un peu dedans là en début d'année. Avant, on a fait un stage à Dubaï, on a fait 2 stages au Maroc. Et voilà, on va trouver notre rythme de croisière, je pense, et j'ai encore pas mal de trucs à apprendre. Benjamin, est-ce que vous travaillez aussi sur les intentions, sur le parcours, parce qu'on connaît évidemment votre constance sur le tour, notamment green touché, et puis même sur vos positions à la race. Est-ce que avec Franck, vous avez un nouveau mindset, comme disent les Anglais, à arriver sur le parcours, qui pourrait aussi expliquer que à part un Mikko Koronen qui a tout rentré à moins de 6 mètres, ça a failli passer sur le tour. Est-ce qu'il y a un nouvel état d'esprit ou toujours le même Ouais, le nouvel état d'esprit, il est en train de se mettre en place aussi depuis 2 ans, mais ça c'est plus un travail que je fais psychologiquement avec ma psy Myriam. Bon, Myriam évidemment, Salmi. oui, Myriam Salmi, voilà. Tout correspond, la technique, le psycho, le physique. On travaille aussi énormément physiquement, avec tout mon staff. Et du coup, c'est vrai que quand tout va dans le bon sens et que je me sens bien, forcément sur le parcours ça se ressent. Donc il faut bien bosser physiquement pour quand même être bien, tenir les 4 jours. Parce que là en plus notamment avec le voyage du Maroc, le décalage horaire, les changements de température et tout, c'est quand même quelque chose qu'il faut arriver à encaisser. Donc il faut physiquement être prêt, il faut bien récupérer. Techniquement, il faut être prêt aussi parce que bon, forcément les heures de vol, etc. Il faut arriver et puis tout de suite arriver à se remettre dans la balle, à bien maîtriser ses trajectoires et ses vols de balle. Et puis après, sur le parcours, ça c'est travail psychologique. Moi, je suis quand même quelqu'un d'assez anxieux, etc. Donc c'est vrai que je bouffe pas mal d'énergie finalement sur le parcours, mais rien que mentalement, en fait, psychologiquement. Donc avec Myriam, j'apprends à mieux me connaître, à mieux m'analyser, à savoir les moments où je suis un peu dans le dur, et les moments où je suis un peu plus relâché. Et le but, c'est ça en fait, c'est d'arriver à avoir une constance psychologique aussi, en plus de la technique et du physique. C'est la même chose, Benjamin, dans votre tête, de jouer une 5-6e place ou de jouer la première place?
De toute façon, le but forcément, c'est toujours de finir du mieux possible. Hein. Donc jouer une 5e place ou une victoire, quand on est sur le parcours, on n'y pense pas forcément. On pense au coup qu'on a à taper, qui est devant nous. On essaie de pas trop se projeter en avant, pas trop revenir dans le passé aussi sur les fautes qu'on a pu faire ou à l'inverse des moments un peu d'euphorie. J'essaie vraiment de rester le plus possible dans le moment présent, rendre la meilleure carte possible et puis finalement c'est à la fin de la journée qu'on fait les comptes quoi. Sur le parcours, on essaie de pas trop y penser. Alors moi dimanche, j'avais 3 coups d'avance, c'était une position qui était un peu nouvelle pour moi. Je m'étais quand même fixé un objectif de score parce que je voulais pas partir en me disant vas-y je tente le tir au départ du 1 et puis je verrai bien ce qui se passe. Donc je m'étais dit il faut que j'arrive à faire -3, -4 et normalement ça devrait passer. Comme je disais en interview, j'ai fait que -3, je suis tombé sur un Nico Coronen qui fait 6 en dessous et qui a très bien joué et en plus de ça très bien poté. Il a manqué un coup, on est parti en play-off. Après le play-off, malheureusement c'est un peu c'est un peu de la loterie quoi. On peut pas comparer 72 trous qu'on vient de faire sur un ou deux trous. Donc cette fois-ci, c'était pas pour moi. J'espère que la prochaine fois, j'aurai pas forcément besoin d'aller en play-off. Et si jamais ça arrive, que le play-off sera pour moi. Pour terminer, Benjamin, est-ce que cette 2e place, ça change quelque chose dans vos objectifs de la saison, dans votre calendrier, ou tout continue de la même façon ? Non, on continue de la même façon. De toute façon, les plus dures décisions à prendre dans le calendrier elles sont passées maintenant au genre. Enfin, le calendrier du tour, à partir de maintenant jusqu'à le mois de octobre, il est quand même assez facile à gérer parce que les tournois s'enchaînent, mais il y a quand même des breaks, donc ça nous permet de pas forcément sauter les tournois. Non, moi ça change rien. Alors évidemment. Là cette semaine par exemple ça détend un peu l'état d'esprit parce que quand on fait un bon résultat comme ça c'est vrai qu'on se sent un peu plus léger sinon le calendrier il change pas. J'ai toujours l'intention de jouer encore je pense il doit me rester 13 ou 14 tournois je pense avant les finales. Il y a les qualifs de l'US Open et là j'aimerais vraiment bien me qualifier parce que en plus de ça, il me semble qu'il est à Pebble Beach, c'est ça. US Open, donc ça surfe là-bas aussi. Ouais, ça surfe. Ouais, voilà. mais un endroit que j'ai toujours regardé à la télé ou même sur les jeux vidéo en me disant que c'est un parcours que j'aimerais vraiment bien jouer en compétition. Plein de bons souvenirs aussi là-bas avec la 2e place de Greg Avray il y a quelques années. Donc voilà, j'ai quand même cet objectif-là. Évidemment, si je me qualifie, ça modifiera un petit peu mon calendrier. Je pense que j'irai pas jouer la semaine suivante à Munich. Mais sinon, non, il y a rien de. Voilà, comme je disais, le calendrier à partir de maintenant, il est plutôt bien fait. On revient en Europe, c'est pas forcément des longs voyages. Moi, j'avais pris des décisions de pas aller jouer l'Inde, par exemple, de pas jouer en Afrique du Sud en début d'année. C'est surtout en début d'année qu'il y a des choix à faire, en fait. Pas trop s'épuiser, aller jouer à droite, à gauche, sur des longs voyages dans des pays un peu plus loin. Mais quand on rentre en Europe, là, je trouve que le calendrier est plutôt bien fait. Contrairement au Challenge Tour, par exemple, où eux, par exemple, je sais qu'à partir de maintenant, ils ont 20 tournois d'affilée avec quasiment pas de break. Et donc, forcément, quand on est obligé de faire un break, moi, j'essaie de jouer 3 tournois maximum, d'avoir une semaine off. Le fait de pas avoir de tournoi à zapper, c'est quand même bien. Pour terminer, vous venez de parler de Grand Chelem. Il y en a un qui se déroule la semaine prochaine et il y a votre pote et votre partenaire d'entraînement, Mike Lorenzo, qui y va. Vous l'avez vu récemment, vous êtes entraîné avec lui. Vous le sentez comment sur ce... Je l'ai vu, oui, je l'ai vu dimanche à la sortie de son magnifique 64 pour aller chercher sa place, parce que finalement, je crois que même s'il faisait un coup de moins, il rentrait probablement pas. Donc Mike, oui, déjà on partage pas mal de choses en commun. On a le même manager, on a la même psychologue, qui s'entraîne de plus en plus, qui se réentraîne avec Franck, même si Franck fait la liaison finalement avec son coach, Mike, qui est aux États-Unis. On est un peu dans le même système. Je pense que on fait plutôt les choses dans le bon sens. Donc il a eu sa qualif pour le SPGA, c'est top. Je suis hyper content pour lui. Donc forcément, il joue pas cette semaine pour pouvoir partir plus tôt là-bas et aller se préparer. Et malheureusement, je crois qu'Alex, ça va être compliqué, donc ça risque d'être le seul Français.
Donc eh bien, on va suivre ça de loin et en lui souhaitant le mieux possible. Mais voilà, Mike, je trouve que depuis un an et demi, voilà, il est hyper régulier. Il est passé 2-3 fois pas loin de la victoire. Et donc je pense qu'il a passé un cap et que il lui manque pas grand chose pour faire partie des meilleurs et avoir ses places sur les majeurs voilà, plus régulièrement. Et voilà, on sait que c'est quelqu'un qui a énormément de talent. Il travaille fort depuis 2-3 ans, donc ça a payé. Ça va payer. Et alors, ma marotte, c'est les pronostics. Un petit pronostic pour la semaine prochaine à l'USPGA, Benjamin, sur Mike. Sur Mike, je sais pas, je lui souhaitais le meilleur. Maintenant, après, je sais pas, je connais pas le parcours, je sais pas comment il est fait. Mais bon, voilà, comme je disais, je sais qu'il est content de son matériel, il tape plus fort qu'avant. Donc ça, il aura pas de souci de distance, je pense. Donc s'il arrive à tirer assez droit, on sait que c'est une machine au petit jeu. Donc ça, autour des greens, je m'en fais pas du tout pour lui. S'il arrive à mettre quelques putts et à bien avoir les vitesses, ça peut faire une belle surprise. Et en tout cas, voilà, je vous souhaite une belle semaine. Merci Benjamin Hébert d'avoir été avec nous sur Swing, le podcast du journal du golf sur l'équipe.fr. Et puis à bientôt pour parler de votre première victoire. Mais j'espère. À très bientôt. Voilà, messieurs, Benjamin Hébert, bien dans sa tête, bien dans son golf. Ça fait plaisir de l'avoir sur cette antenne et ça fait plaisir de le voir jouer au golf, Benjamin. Bah, s'il se met à caler des putts, sachant que Benjamin Hébert, ça fait des années, au moins 4 ans, qu'il finit toujours à la même place sur la rail 65e, donc très constant et qui touche beaucoup de green en régulation. Il a un jeu de fer à environ 75% de green touché, ce qu'il passe dans le haut du panier du tour. Ça fait penser un peu à un Thomas Levé, quoi. Et quand Thomas Levé se mettait à rentrer les putts, on sait comment ça se termine. Ça se termine avec des victoires. Donc c'est tout ce qu'on souhaite à Ben Hébert. Et moi, j'ai particulièrement hâte de le voir jouer aux USA en major. J'espère que ça va arriver parce qu'il a vraiment, pour moi, le jeu pour jouer des parcours comme Bethpage, par exemple, où il ne faut pas rater un coup parce que si vous égarez, vous prenez très cher. Donc j'ai vraiment envie de le voir jouer sur les plus gros tournois de la planète avec ce nouveau putting en tout cas. Ouais, parce que là il a pas mal joué son bois 3 et il avait rien à envier aux autres question longueur, mais même sur les greens, on n'a pas eu du putting de Coronen et l'Espagnol qui était avec Campillo. lui, Campillo, c'était pas mal aussi, mais il a très très bien puté Benjamin, c'était assez impressionnant, il a pas raté grand chose et il en a rentré un paquet aussi. Greg, un mot sur votre sur pote, Ben, enfin, sur de votre- toute façon, c'est ce que je disais, c'est qu'on connaît sa qualité de grand jeu de toute façon, qui est une des meilleures chez les Français et voire en Europe. Je suis assez d'accord, j'ai envie de le voir jouer un tournoi majeur assez vite parce qu'on sait que c'est les parcours les plus difficiles qu'il y a à jouer dans l'année et que je suis aussi persuadé que le fait qu'il ait changé de coach, en fait, il y a pas si longtemps que ça, lui est donné un maximum de confiance et on sait qu'un golfeur ça marche beaucoup à la confiance, surtout autour du green et puis sur les greens. Donc moi je souhaite vraiment le voir gagner son premier tournoi et puis le voir jouer les plus grands tournois du monde. Ouais. On en a parlé avec Benjamin, hein, on peut toujours voir, il a échoué en play-off ou alors il a été capable d'aller en play-off. On parle souvent, notamment sur ces fameux réseaux sociaux, des soi-disant faiblesses des joueurs français. Vous qui avez été joueur pro, vous qui les avez côtoyés, vous en pensez quoi de ce qu'on dit ou de ce que disent certaines personnes de ça, du mental du joueur français et du joueur français de golf? Pour moi, c'est des gens qui ne connaissent pas le haut niveau du golf. Et en plus, on sait que le golf, c'est un sport même très ingrat. C'est un sport où on gagne très peu et même les meilleurs joueurs du monde gagnent très peu. Donc c'est des gens qui... pour moi, il faut pas faire attention à ce qui se dit sur les réseaux, en tout cas quand on essaie de se moquer un peu. La plupart il y a une génération de Français qui arrivent, qui débarquent, qui sont des super joueurs de golf et puis on les voit dès qu'ils arrivent sur le tour commencent à faire des super résultats, ils commencent à gagner sur le Challenge Tour. Il y a Anton Rosner qui vient de gagner pour la première fois, mais même l'année dernière il était proche de gagner. Il y a Romain Langas qui a regagné,
qui remontent sur le tour, et moi je suis pas du tout inquiet pour cette génération de Français. Ouais, pour les playoffs, c'est aussi, il faut le rappeler, c'est les tirs au but, hein, c'est un peu la pièce en l'air, c'est le premier qui dégaine. Ouais. Ça, c'est pas passé loin pour Mike l'année dernière en Sicile, je sais plus qui il y avait en face, mais il aurait très bien pu gagner au 72e. Et faut pas oublier qu'il y a pas si longtemps, Jeff Luquin battait McIlroy, même s'il avait 19 ans en playoff en Suisse, que Greg Avray a mis 2 mètres en descente pour battre Mickelson au Scottish Open. C'était il y a Jacqueline a gagné au bout de 9 trous de playoff. Ouais. Jacqueline au bout de 9 trous de playoff, franchement, c'est la pièce en l'air. Si Ben Hébert gagne, Non, mais plus que le playoff, je voulais parler avec Grégoire de cette soi-disant faiblesse que évidemment je ne partage pas du tout, hein, mais voilà, je voulais son avis de l'intérieur, vu que je rappelle que vous avez été joueur pro et que vous avez été un des meilleurs joueurs amateurs français il y a encore 3 ans de cela. Vous l'avez évoqué, Grégoire, il y avait Benjamin Hébert qui a fait 2e ce week-end, mais on a eu une victoire aussi sur le Challenge Tour, sur la 2e la France qui gagne. Division. La France qui gagne, voilà, on ne fait pas toujours 2e. Benjamin Hébert d'ailleurs s'était lui imposé à 6 reprises sur le Challenge Tour. Le seul joueur d'ailleurs à avoir gagné 3 tournois sur le Challenge Tour la même année, 2 années différentes. Deux fois. 2011-2014. 2011-2014. Et comme quoi c'est différent de gagner sur le Challenge Tour qui est déjà une très belle performance, et de gagner à l'échelon au-dessus. Et il a dit qu'il n'était pas du tout. Enfin, c'était un peu particulier pour lui, et que alors qu'il sait gagner. Pourtant, c'est un joueur qui sait gagner. Mais je suis pas inquiet pour lui. Allez, donc Antoine Rosner, lui, s'est imposé donc sur le Challenge Tour. C'était au Challenge de Espagna à Iski, au sud du Pays Basque. Sa première victoire donc sur le Challenge Tour, et même sa première victoire professionnelle tout court. On a joint Antoine Rosner. Il nous raconte cette victoire. Je jouais vraiment super depuis le début de saison, et je sentais que mes parties étaient très bonnes dans tous les compartiments du jeu, que ce soit dans le long jeu, le chipping, le putting, même l'aspect mental commençait vraiment à progresser, donc c'était vraiment bien, et de voir cette victoire arriver comme ça m'a vraiment ça m'a donné confiance, et ça m'a prouvé aussi à moi-même que j'étais capable de gagner chez les pros, ce que j'avais jamais fait encore, donc c'était vraiment super, et je suis vraiment content qu'elle ait pu arriver aussi tôt dans la saison. 2e tournoi sur le Challenge Tour, donc c'est vraiment génial pour ça. Une victoire, ça change vraiment tout, Grégoire. Une victoire en golf, ça change les données. Ah ben ça change beaucoup de choses pour Antoine, enfin pour n'importe quel mec qui gagne. Mais là oui, il le dit, de gagner très tôt dans la saison, ça va lui donner déjà beaucoup de points, et du coup il va pouvoir voir venir en fait ce qui va se passer. Ça lui donne un maximum de confiance, parce que il s'est prouvé qu'il pouvait gagner, même si l'année dernière il était passé très très proche. Je crois que c'était au Portugal où il avait fini 2e, et là oui, de gagner, c'est l'étape suprême pour un golfeur, et de voir qu'il peut battre n'importe quel joueur sur le circuit, ça va lui donner confiance, et il va continuer de progresser encore et encore, et pourquoi pas monter cette année, ouais. Alors sans surprise, Antoine Rosner, il travaille avec le coach français le plus titré et le plus demandé, Benoît Ducoulombier. On écoute Antoine Rosner nous parler de sa relation et de son travail avec le druide. Avec Benoît, cet hiver, on a fait vraiment un gros travail, surtout petit jeu. On a vraiment dit que mon grand jeu n'avait pas besoin d'être modifié en quelque sorte. C'est vrai que ma frappe de balle est quand même assez bonne, et on s'est dit qu'il n'y avait pas de gros chantier là-dessus, mais on a vraiment mis l'accent sur le chipping, qui était un peu mon point faible, et c'est vrai qu'il y avait des journées où je pouvais faire des super parties, mais dès que je loupais 2 greens, incapable de faire chip putt, et ça c'était délicat, et ce travail a porté ses fruits cette semaine, parce que j'ai rentré 2 chips déjà, et j'ai fait beaucoup de chip putt, donc voilà, il y a une confiance qui monte sur le petit jeu, et c'est vraiment bien pour la suite de la saison. Je sais que quand j'aurai des parties un peu moyennes, mon petit jeu sera là pour peut-être rattraper ces parties un peu moins bonnes. Alors messieurs, on l'a évoqué tout à l'heure, s'il n'y a pas de faiblesse française mentale, est-ce qu'on peut quand même parler d'une faiblesse sur le petit jeu, et notamment au chipping, Benjamin ? Pas spécialement, parce que quand vous regardez les stats
là on parle pas d'Antoine Rosner, mais par exemple de Mike Lorenzo Vera, était numéro 1 au putting la semaine dernière. C'est également un des meilleurs chippers du Tour européen. Je pense pas qu'il y ait de faiblesse particulière ou congénitale ou dans l'ADN française au putting, même si on parle souvent de ce fameux problème de green. On va dire une petite moitié de l'année où les greens sont pas au niveau en France à cause de la météo, pas à cause des greenkeepers. Hein. Donc il y a peut-être à bosser au niveau des infrastructures et du coaching, mais pour moi il y a jamais de faiblesse, en tout cas dans l'ADN français au petit jeu, quoi. Grégoire, vous qui avez été au Pôle France, vous en pensez quoi du petit jeu français, du putting français En général, en général? Le peu de joueurs avec lesquels je me suis entraîné, quand j'étais moi au Pôle France, j'ai eu la chance d'être avec Romain Langasque pendant au moins 2 ans, je dirais 3 ans. C'est un des meilleurs chippers, putters que j'ai pu voir, et je le voyais au quotidien, et on avait des infrastructures plutôt correctes, mais je suis assez d'accord avec Benjamin, on n'a pas encore en France des infrastructures dignes de ce nom qu'on peut voir soit dans les îles britanniques, soit aux US, et je pense que c'est quelque chose qui peut faire progresser le petit jeu français, même si maintenant les joueurs s'expatrient en hiver surtout pour pouvoir s'entraîner dans les meilleures conditions, mais je vois pas pourquoi un Français serait moins bon qu'un Espagnol ou qu'un... D'accord, donc c'était il y a quelques années ce mythe du Français Oui. avec un beau swing, mais, Ouais, c'est vrai quand mais on... qui scorait moins que son copain ou que son partenaire britannique. Il y a des faits quand on regarde qui est top 5 depuis des années au fairway touché sur l'European Tour, c'est Greg Avray, Victor Dubuisson, c'est 75% de green touché sur la saison, Ben Hébert également. C'est vrai qu'en France on a quand même de très beaux swings, mais en tout cas, je pense que ça sert à rien d'essayer de tirer sur le petit jeu des Français. Antoine Rosner, c'est un joueur qui est très constant, qui a pas forcément un coup qui se détache des autres, et en l'occurrence pas au putting et au chipping, mais n'empêche que ça gagne et que ça a fait top 20 mondial amateur. Oui, c'est quelqu'un qui a un grand jeu. C'est assez impressionnant dans la frappe de balle parce que c'est quelqu'un qui tape très fort, très droit. Et donc voilà, quand les planètes s'alignent pendant toute une semaine, c'est pas étonnant de le voir au haut du leaderboard et de le voir gagner. Et je pense que ça sera pas sa dernière victoire. Alors pour terminer, on lui a demandé ce que ça changeait cette victoire pour sa saison. Est-ce qu'il envisageait un passage sur le Tour européen? Je jouais vraiment super depuis le début de saison et je sentais que mes parties étaient très bonnes dans tous les compartiments du jeu, que ça soit dans le long jeu, le chipping, le putting, même l'aspect mental commençait vraiment à progresser, donc c'était vraiment bien, et de voir cette victoire arriver comme ça m'a vraiment ça m'a donné confiance, et ça m'a prouvé aussi à moi-même que j'étais capable de gagner chez les pros, ce que j'avais jamais fait encore, donc c'était vraiment super, et je suis vraiment content qu'elle ait pu arriver aussi tôt dans la saison. Deuxième tournoi sur le Challenge Tour, donc c'est vraiment génial pour ça. Ouais, ça semble raisonnable, cette option, Benjamin, rester sur le Challenge Tour, pas courir 2 lièvres à la fois et pas ça se finit souvent au Q-School, et Q-School, bon, c'est pas les tirs au but, mais même parce que c'est 6 tours, mais pour s'en sortir, il faut quand même un petit brin de chance, en plus d'un mental exceptionnel. Donc c'est ce que fait Greg Avray, ce que Greg Avray a décidé de faire, ce sera 100% ou 95% Challenge Tour pour essayer de remonter comme ça. Mais d'autres Français voient les choses différemment. On a encore, par exemple, Adrien Sadier ou Greg Bourdi qui sont au British Masters cette semaine. Eux, ils jouent un peu sur les 2 circuits. Il n'y a pas de règle, mais en tout cas, c'est vu de loin, vu de notre œil d'amateur, c'est plus sage de jouer un seul circuit à la fois, quoi. Et alors, vu de l'œil d'amateur, ancien pro, Grégoire, pour terminer. Moi, j'écoute attentivement Antoine, c'est qu'il a raison de demander son avis longuement à son coach, à Benoît. Benoît, il sait de quoi il parle. Il a eu des dizaines. Oui, Benoît du Colombier. Il a eu des dizaines de joueurs dans les mains. Il a eu des joueurs exceptionnels. Et il en aura toujours. Si Antoine, il le dit, il est dans une très bonne position. S'il a le niveau pour monter sur le Tour européen, il ne faut pas qu'il soit pressé. Ça tombera à un moment ou un autre, et s'il fait une saison pleine, il n'y a pas de raison, et il aura sa carte pleine via le Challenge Tour. Merci messieurs d'avoir été avec moi pour animer cette émission. Merci à Benjamin Cadiou et à Grégoire Chob. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.